J'adorais travailler à l'hôpital et pouvoir aider les patients. Le but de cette enquête était de vérifier si la mort était bien accidentelle. Et là, j'ai entendu une voix d'outre-tombe qui m'a dit de partir. Soudain, le sac mortuaire a bougé. Je suis convaincue d'avoir vu un fantôme. J'ai eu la peur de ma vie. L'agent de sécurité Ron Weir travaille de nuit dans un grand hôpital. Je travaillais 12 heures d'affilée, soit de jour, soit de nuit. Cette fois-là, j'assurais le service de nuit de 18h à 6h du matin. J'adorais travailler à l'hôpital et pouvoir aider les patients, veiller à ce qu'ils soient en sécurité. Ça nous arrivait d'aider le personnel soignant, surtout aux urgences. Notre bureau principal se trouvait juste à côté. On voyait vraiment de tout, de la tentative de suicide à l'accouchement. Nous devions, entre autres, nous assurer que certaines annexes étaient fermées à clé la nuit. Quand tout va bien, Ron aide les vivants. Mais ce soir-là, c'est de mort qu'il doit s'occuper. Malheureusement, notre travail consistait aussi à transporter les cadavres jusqu'à la morgue, avec respect et discrétion. Elle se trouvait au sous-sol de l'hôpital. On empruntait un ascenseur de service pour s'y rendre. Cet endroit donnait la chair de poule, glauque à souhait, austère, délabré, comme dans les films. Brancarder un cadavre dans un sac mortuaire, ce n'était pas ce que je préférais dans ce métier. C'était pas rassurant. Quand il y avait personne pour réceptionner les cadavres, on était censé se débrouiller tout seul. Je détestais cet endroit. Le patient décédé était un homme de forte corpulence. Soudain, le sac mortuaire a bougé. Quand j'ai vu ça, j'avoue que j'ai eu très peur. C'était terrifiant à voir. L'infirmière avait examiné le patient pour confirmer le décès. J'ai pu moi-même le constater en le mettant dans le sac mortuaire. Ron a vu un cadavre bouger dans un sac mortuaire. D'un point de vue médical, il a peut-être été témoin de ce qu'on appelle le signe de Lazare. Cela peut se traduire par un brusque mouvement des jambes ou des bras. D'un point de vue paranormal, lorsqu'un esprit n'est pas tout à fait prêt à quitter son enveloppe corporelle pour rejoindre l'au-delà, il peut tenter de se glisser de nouveau dans son corps ou de le manipuler physiquement. On m'avait prévenu qu'un mort pouvait bouger, mais je suis pas médecin. Ce genre de choses a beau arriver de temps en temps, je n'y avais encore jamais été confronté. Quand c'est arrivé, je me suis tout de suite demandé s'il était vivant. Mais ce que j'ai vu ensuite, la science ne peut pas l'expliquer. Aucun doute, le patient était on ne peut plus mort. C'était effrayant. Et soudain, je l'ai entendu, comment dire... Je l'ai entendu murmurer « Aidez-moi ».
La voix était faible, comme étouffée. La morgue était déserte. Il n'y avait que moi et les cadavres. Oh bon sang! À l'aide! J'étais mort de peur. Au secours! Ron demande à un médecin de garde de venir l'aider. Il est vivant. Il vient d'ouvrir les yeux. Les morts qui reviennent à la vie, c'est dans les films d'horreur qu'on voit ça. D'un point de vue scientifique, il n'y avait pas d'explication à ce que je venais de voir. Le patient que Ron a entendu parler est bel et bien mort. Pourtant, il a bougé la main dans le sac. Je sais ce que j'ai vu. Quelque chose a bougé dans le sac mortuaire que je transportais. Pour les enquêteurs comme moi, les hôpitaux sont de véritables mines d'informations. On y trouve de tout. Des manifestations d'esprit, des voix désincarnées. C'est en quelque sorte l'endroit idéal pour observer des phénomènes paranormaux. Pour la simple et bonne raison que de nombreuses personnes y ont vécu une expérience traumatisante. Ron tente de comprendre comment ce cadavre a pu émettre le son qu'il a entendu. Et bouger comme s'il était vivant. Ce corps que j'ai emmené à la morgue, c'était peut-être une âme errante. Je sais pas. Ça pourrait expliquer pourquoi il m'a demandé de l'aider. De toute évidence, je pouvais rien pour lui. J'ai fini de remplir les papiers et j'ai pris mes jambes à mon cou. Quelques minutes plus tard, Ron doit faire face à une autre situation étrange. J'ai reçu une notification me signalant que le système d'alarme de l'ancien bâtiment des infirmières s'était déclenché. Dans ce métier, on est toujours prêt à tout, surtout en milieu hospitalier. Mais je connaissais pas l'histoire des lieux. Toutes les portes étaient fermées à clé. J'ai jamais aimé me rendre dans cette partie de l'hôpital parce que le bâtiment se trouve un peu à l'écart. Il a une vie qui lui est propre, comme un être humain. J'appréhendais toujours de devoir y aller la nuit. Cette nuit-là, l'appréhension de Ron prend une toute autre dimension. J'avais l'impression qu'on m'observait. C'était comme un sixième sens. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. Je voulais pas rester dans ce bâtiment plus longtemps que nécessaire. Quand on a le sentiment d'être observé, ça a un rapport avec l'énergie. On se retourne et bien souvent il n'y a personne. Mais on sent qu'il se trame quelque chose d'anormal. Il y a pas mal de recherches en physique quantique qui tentent à prouver que la présence d'un observateur influe sur les résultats d'une expérience. Je me suis senti mal à l'aise dès que j'ai emprunté le couloir. C'est là que j'ai compris que l'alarme ne s'était pas déclenchée toute seule. J'ai entendu des portes claquer au fond du couloir. Le bâtiment était désert. Ça se bousculait dans ma tête. Je savais plus quoi penser. Soudain, j'ai vu de la lumière dans la salle de sport. Ron sait qu'une minute plus tôt, cette pièce était plongée dans le noir. Je suis entré.
J'ai traversé le gymnase en me répétant que le bâtiment était vide. Il avait beau se passer quelque chose d'étrange, je devais continuer ma ronde. J'essayais de voir la situation de manière logique, même si je me sentais toujours un peu mal à l'aise. Je m'efforçais de rester professionnel malgré les circonstances. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes. Et là, j'ai vraiment eu très peur. Plusieurs de mes collègues m'avaient dit avoir été témoins de phénomènes étranges dans cette même annexe. À ce stade, je m'étais préparé à voir quelque chose de surnaturel. Mon cœur battait à toute vitesse. J'étais sûr et certain d'être seul dans ce bâtiment. Les lumières s'étaient de nouveau allumées. Les pires craintes de Ron sont sur le point de se concrétiser. La porte claquait violemment. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Cette porte se trouvait à l'intérieur, et pourtant elle claquait violemment. Elle ne pouvait pas claquer toute seule. Ron éprouve un sentiment d'effroi. Étrangement familier. Je crois qu'il y avait peut-être un lien entre le cadavre de la morgue et ce que j'ai ressenti dans le bâtiment annexe. Lorsque l'âme d'un défunt quitte ce monde, puis revient ici-bas sous la forme d'un esprit, elle peut choisir de se manifester à quelqu'un de familier. Ron venait justement d'observer un phénomène paranormal quelques instants plus tôt. C'était peut-être une âme errante qui n'était pas prête à rejoindre l'au-delà. Je n'en serai jamais sûr à 100%, mais je me dis que s'il s'agissait bien de l'homme que j'ai emmené à la morgue, il manifestait peut-être sa colère d'être mort. Soudain, la porte arrête de claquer. Je suis retourné inspecter la salle de sport. Elle était complètement vide. Ron est sous le choc. La seule explication qu'il parvient à trouver n'est pas rationnelle. J'étais peut-être censé être le dernier point de contact de cet esprit ici-bas. J'ai accompagné tellement de défunts jusqu'à la morgue dans leur passage sur l'autre rive. On peut imaginer que, d'une façon ou d'une autre, leur énergie s'est connectée à la mienne. Peut-être qu'ils me voient comme un passeur qui les escorte dans le monde des morts. Au beau milieu de la nuit, dans une ville du sud des États-Unis, l'enquêtrice Marlene Pellisser est appelée en intervention. J'étais d'astreinte ce soir-là. Il était environ 2 heures du matin. Un enfant venait de mourir après s'être noyé dans une piscine. Le décès avait été constaté à l'hôpital. À l'époque, j'enquêtais sur tout ce qui touchait aux homicides et aux blessures concernant les enfants. Le but de cette enquête était de vérifier si la mort était bien accidentelle.
Ces recherches éviteront peut-être à d'autres enfants de connaître le même sort. Ce que Marlene ressent ce soir-là, elle ne peut l'expliquer de manière rationnelle. Je me souviens m'être sentie très mal à l'aise. Ce n'était pas un sentiment auquel j'étais habituée. J'ai décidé de l'ignorer pour me concentrer sur la tâche que j'étais venue effectuer. Lorsqu'on enquête sur une affaire où un enfant a été victime ou témoin de violence, il est extrêmement difficile de ne pas s'impliquer émotionnellement, car on n'a qu'une envie, c'est de l'aider. Mais la meilleure façon de leur venir en aide aux victimes, c'est de mener une enquête minutieuse, approfondie et objective. C'est de ça qu'ils ont besoin. Bonsoir, j'aimerais consulter ce dossier. Je voulais à tout prix interroger les infirmières pour connaître la nature exacte des blessures et savoir ce qui, selon elles, avait bien pu les causer. Je leur ai demandé de me fournir tous les documents qu'ils avaient sur ce patient. J'avais une drôle de sensation. Comme si on m'observait. J'ai ressenti des picotements dans le cou. J'ai regardé autour de moi, car j'avais l'impression de ne pas être seule. Et puis, je me suis raisonnée. Il n'y avait rien ni personne. L'infirmière revient bredouille. Le document dont Marlene a besoin n'a pas encore été rédigé. Elle m'a proposé de revenir 1 heure plus tard. J'ai accepté. Et je suis partie. Un membre de la famille avait accepté de me donner accès au lieu de l'accident pour que je puisse y enquêter. En quittant l'hôpital, Marlene éprouve une sensation inexplicable. Ce sentiment ne m'a pas quitté, même dans ma voiture. D'ailleurs, je me souviens de m'être tout de suite enfermée à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur. Ce soir-là, l'atmosphère était différente. Il y avait quelque chose qui clochait. Puisque la victime était morte des suites d'une noyade, j'ai tout de suite cherché à savoir si la piscine était correctement sécurisée. Comment ça s'était produit? Je cherchais le moindre indice pouvant expliquer ce qui s'était passé. J'ai commencé par prendre des photos. C'est une étape très importante. J'ai photographié la piscine, la clôture qui l'entourait, les dispositifs de sécurité, les jouets du petit, l'accès au jardin. J'ai passé toute la zone au peigne fin pour ne rien oublier. Il n'y avait pas un bruit, il était environ 3 heures du matin. J'ai essayé de me représenter comment cet accident avait bien pu se produire. J'avais beau être là pour enquêter, je ne pouvais pas ignorer qu'un enfant avait perdu la vie quelques heures plus tôt. Je me sentais terriblement mal à l'aise. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je tiens à dire que j'ai gardé mon esprit analytique, malgré les circonstances, car ça fait partie de mon métier. J'ai fait le tour de la maison.
Soudain, j'ai entendu un bruit. Du côté de la piscine. J'étais terrifiée. Dès que j'ai entendu ce bruit, je me suis demandé ce qui avait bien pu tomber dans l'eau. Il n'y avait rien dans la piscine. Pourtant, je n'avais pas rêvé. Il n'y avait aucun arbre autour. Rien ne pouvait expliquer ce que je venais d'entendre. J'avais peur qu'un détail m'échappe. Quelqu'un se cachait-il dans les buissons? Je me souviens d'être restée là quelques instants à essayer de trouver une explication logique. Marlene s'aperçoit que la piscine est recouverte d'une bâche. Comment un objet aurait-il pu tomber dans l'eau? J'avais l'intime conviction qu'il se tramait quelque chose d'anormal, de surnaturel si je puis dire. J'étais tout simplement terrifiée. Mais j'ai pris sur moi et j'ai poursuivi mon enquête. J'ai donc continué à faire le tour de la maison pour prendre des photos. Et soudain, j'ai entendu un autre bruit. Un deuxième objet, beaucoup plus gros, venait de tomber dans l'eau. Aussi étrange que ça puisse paraître, on aurait dit le bruit d'un corps qui tombe dans la piscine. J'ai fait demi-tour pour aller voir. Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Une fois de plus, il n'y avait rien. Il a bien fallu que je me rende à l'évidence. La réalité ne correspondait pas à ce que j'entendais. Et ça m'a fait froid dans le dos. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Malgré ce que je ressentais, je ne pouvais pas m'en aller. J'avais un travail à faire et cela impliquait, entre autres, de mener une enquête minutieuse dans les heures qui suivaient l'accident. Bien décidée à donner la parole aux défunts, Marlene poursuit son enquête à l'intérieur. La maison était sur 2 niveaux. Elle était vide, plongée dans le silence. Personne n'avait le droit d'y entrer, car c'était une scène de crime. Je prenais des photos dans la cuisine, quand soudain, j'ai entendu un bruit. Je me souviens, je me suis tout de suite figée et j'ai tendu l'oreille. Qu'est-ce que je venais d'entendre? J'étais de nouveau mal à l'aise, comme si je n'étais pas seule. Et puis, j'ai entendu comme des bruits de pas. J'ai supposé qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Un membre de la famille était peut-être revenu alors que les lieux étaient interdits au public.
Je me suis dit, personne n'est censé être là. Mais il y a quelqu'un là-haut. Les bruits de pas étaient très légers, un peu comme ceux d'un enfant. Un adulte aurait marché d'un pas beaucoup plus lourd. Eh oh! Y a quelqu'un? J'ai décidé d'aller à l'étage pour en avoir le cœur net. J'ai inspecté toutes les chambres. J'ai ouvert tous les placards. J'ai vérifié tous les coins et recoins où on aurait pu se cacher. Il n'y avait personne. Je ne trouvais aucune explication rationnelle à ces bruits de pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'ai donc été obligée d'accepter que ces phénomènes étaient sans doute liés à l'accident dont avait été victime le petit garçon quelques heures plus tôt. J'avais affaire à une force surnaturelle. J'avais peur. À tel point qu'au bout d'un moment, j'ai dû me résoudre à m'en aller. Certaines personnes exercent un métier en rapport avec des événements traumatisants. Lorsqu'elles se retrouvent face à une victime se manifestant depuis l'au-delà, il peut arriver que cet esprit ou ce fantôme détecte leur sensibilité aux tragédies qui l'ont frappé et veuille entrer en contact avec elle. Tout ça, vous l'avez indiqué dans votre rapport. Bien sûr que non, c'était hors de question. Si je l'avais mentionné, ça aurait compromis ma crédibilité. Je suis retournée à l'hôpital pour récupérer le rapport que j'attendais. Il y avait un enfant dans le couloir. Hey! Je me suis demandé ce qu'il faisait là tout seul. Il était 4 heures du matin. Pourquoi n'était-il pas avec un adulte? Tout va bien? Ça va? Eh oh! Qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Il avait peut-être échappé à leur attention ou s'était perdu. Je l'ai suivi dans le couloir. Et puis au détour d'un couloir, il avait disparu. Cet enfant n'avait nulle part où se cacher. J'en suis donc arrivée à la conclusion que c'était un esprit. Et pourtant, j'étais persuadée de courir après un enfant en chair et en os qui s'était perdu dans les couloirs de l'hôpital. J'avais affaire à une entité qui n'était pas de ce monde. Je me suis dit qu'il s'agissait de l'esprit du petit garçon décédé. Il n'était peut-être pas conscient de ce qui lui était arrivé. Lorsqu'on se retrouve face au fantôme d'un enfant, ça peut être encore plus effrayant que l'apparition d'un esprit adulte. Les enfants aiment jouer à cache-cache. Ça peut être difficile d'interpréter leurs intentions. Vous avez vu un petit garçon? Personne ne semblait l'avoir remarqué. C'était comme s'il était invisible.
Dans certains cas, un fantôme peut apparaître à une personne et pas à d'autres. C'est souvent qu'il a un objectif précis, un message à faire passer, un contact à établir avec cette personne en particulier. Par ailleurs, tout le monde n'a pas la sensibilité requise pour déceler la présence d'un esprit. Marlene ne peut s'expliquer ce qu'elle vient de vivre. Merci. J'ai tout de suite consulté le rapport et quand j'ai vu la photo, la ressemblance avec l'enfant que j'avais vu était frappante. J'en ai eu la chair de poule. Bien que surnaturelle, cette explication permettrait d'élucider le mystère. Je sentais qu'il s'agissait du même petit garçon. Il était conscient de ma présence. Le bruit dans la piscine, ça venait peut-être de lui. Quand j'ai inspecté la maison, c'est peut-être lui que j'ai entendu courir à l'étage. Lorsqu'un enfant se transforme en fantôme après sa mort, il reste dans le monde des vivants au lieu de rejoindre l'au-delà. Il n'est alors pas rare qu'il garde l'apparence qu'il avait à sa mort. Si un enfant décède à l'âge de 10 ans et que son esprit pense avoir 10 ans, alors il apparaîtra aux vivants comme un enfant de 10 ans. À la suite de cette expérience, Marlene ne verra plus jamais son travail de la même manière. Je me suis demandé pourquoi cet enfant m'était apparu à moi, une parfaite inconnue, plutôt qu'à sa famille. C'est peut-être parce que je travaillais au contact des enfants. Mon métier, c'était justement de leur venir en aide. Il savait qu'il était mort, selon vous? Je crois qu'il ne comprenait pas bien ce qu'était la mort. Il était très jeune. Son décès était tellement soudain. Il voulait peut-être qu'on lui explique ce qui s'était passé et pourquoi sa famille ne pouvait pas le voir ni l'entendre. Honey Davis, 14 ans, rend tous les jours visite à son grand-père malade. Il souffrait d'un cancer du poumon. Il avait été admis en soins palliatifs. Il n'avait plus longtemps à vivre. Pendant un mois, je suis allée le voir tous les soirs après les cours. Honey n'est pas seule au chevet de son grand-père. Sa mère est également là. J'étais très proche de mon grand-père. Je suis fille unique, ma mère aussi. On formait une famille très soudée. Ça va, papy? Mon grand-père a toujours été quelqu'un de très joyeux. Regarde, je t'ai fait une carte. Il s'efforçait de garder le moral, mais tout lui rappelait sa mort imminente. Je me sentais mal à l'aise dans sa chambre d'hôpital. Il y faisait toujours très froid. Et les bips incessants me hantaient. Quand je rentrais chez moi le soir, je les entendais dans mon sommeil. Au réveil, c'était la même chose. Ça ne me quittait plus. Les heures passent. L'après-midi se termine. Honey a l'habitude de rentrer chez elle en début de soirée. Mais ce jour-là, elle a un drôle de pressentiment. J'avais cours le lendemain, mais au dernier moment, j'ai décidé de rester encore un peu.
Oni passe la soirée à l'hôpital. Je n'avais pas dîné. J'étais affamée. Je vais me chercher à manger. La cafétéria de l'hôpital était fermée, mais il y avait des distributeurs. Merci. Je suis descendue pour aller m'acheter une barre chocolatée. Le distributeur se trouvait au rez-de-chaussée. Comme il était tard, l'accueil était vide. Personne n'entrait ou ne sortait de l'hôpital. À cette heure tardive, les couloirs sont totalement déserts. Je m'attendais à croiser quelqu'un, étant donné le nombre de patients qui se trouvaient à l'hôpital, mais non, j'étais seule. Je n'étais pas rassurée. Les couloirs étaient mal éclairés, l'atmosphère était vraiment lugubre. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et pourtant, je sentais qu'il fallait que je reste là. En plus, il était hors de question que je remonte l'estomac vide. Et puis tout à coup, j'ai été parcourue d'un frisson. Cet hôpital était macabre, sinistre, vraiment horrible. De nombreux individus ont des facultés psychiques qui sont innées. Lorsqu'on traverse une période chargée sur le plan émotionnel, on est plus réceptif aux informations psychiques et on les capte beaucoup mieux. Oni tente de se convaincre que son imagination lui joue des tours. J'allais récupérer ma barre chocolatée quand soudain, j'ai entendu un bruit. On aurait dit une voix. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelqu'un, mais le couloir était vide. Eh oh! Il y a quelqu'un? Je n'emmenais pas large. Et là, j'ai entendu une voix d'outre-tombe. Elle m'a dit de partir, tout de suite. J'étais terrifiée. Il fallait que je m'en aille le plus vite possible. J'avais l'impression qu'une force invisible m'attirait là-haut vers la chambre de mon grand-père. J'ai traversé le couloir en courant et j'ai aperçu une silhouette. À ce moment-là, j'ai eu la peur de ma vie. Je suis convaincue d'avoir vu une entité, un fantôme.
Quand je suis arrivée dans la chambre, mon grand-père était mort. Je n'avais encore jamais été confrontée à la mort. Il nous avait quittés et pourtant, quelques instants plus tôt, il était encore parmi nous. Ça n'avait aucun sens. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien entre la silhouette et la voix que j'avais entendue au rez-de-chaussée. Je crois que c'était mon grand-père qui m'appelait. Il n'est pas rare d'entendre des voix. Ce n'est pas toujours facile de les identifier, mais il s'agit le plus souvent d'un guide spirituel, d'un membre de la famille décédée, ou encore d'un ange qui nous indique où aller. Je pense avoir vu mon grand-père quitter la chambre après sa mort. Avec le recul, j'ai accepté l'idée que c'était lui, mais à l'époque, j'étais terrorisée. Je n'avais jamais rien vu de tel. Plus tard, ma mère m'a confié qu'elle aussi avait vu une silhouette quitter la chambre. Pour elle, c'était mon grand-père qui rejoignait l'au-delà. C'est ce que les enquêteurs en paranormal appellent une expérience spirituelle. Elle doit être considérée comme un cadeau, car elle permet au défunt de signaler à sa famille et à ses amis qu'il va bien et qu'il est prêt à rejoindre l'autre rive. Avant, je pensais que les fantômes n'existaient pas. Maintenant, j'y crois.